Vous écoutez la radio nationale du Mali. Il est 9h ici à Bamako, la même heure à Koulikoro. Le journal. Fousseni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. Au début de ce journal, les conclusions des travaux de la conférence sociale dans le domaine du travail. 139 recommandations ont été formulées à l'issue de 6 jours d'échange. Parmi ces résolutions, on retient le relèvement de la valeur indiciaire de 400 à 500 francs CFA. Le cancer de la vessie, la pathologie au centre de focus santé de ce dimanche, considéré comme le premier cancer des voies urinaires, le symptôme le plus évocateur du cancer de la vessie est la présence de sang dans les urines. Au menu de la passeport, éliminatoire de la CAN de moins de 23 ans, il sera aussi question du championnat national de Ligue 1 et bien sûr mondial féminin de moins de 17 ans. Mesdames et messieurs, bonjour à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Fin hier après-midi des travaux de la conférence sociale dans le domaine du travail. Durant 6 jours, les participants venus des différentes centrales syndicales et les organisations du patronat ont passé en revue les maux qui gangrènent le secteur du travail. 139 recommandations, je le disais tout à l'heure, ont été formulées par les participants dont le relèvement de la valeur indiciaire de 400 à 500 francs CFA. Mamadou Fani. La conférence sociale a permis de faire les diagnostics et d'identifier les problématiques dans le domaine du travail. Toutes les questions relatives au dialogue social, à la liberté syndicale et à la politique de rémunération ont été passées au peigne fin par les participants. Au terme des travaux, 139 recommandations ont été formulées. Demba Traoré, rapporteur général de la conférence. On peut citer organiser les élections professionnelles de représentativité syndicale. Accélérer le processus d'adoption du pacte de stabilité sociale. Accélérer la création du Conseil national du dialogue social. Déterminer un seuil minimum de représentativité entre 15 et 25%. Déterminer les critères d'éligibilité des responsables syndicaux. Instaurer la récompense du mérite et la sanction en cas de faute. Ramener tous les statuts autonomes non constitutionnels au statut général en prévoyant des statuts particuliers chaque fois qu'il y a des besoins. Harmoniser et rationaliser les primes et indemnités. Les ramener à des niveaux acceptables et soutenables par le budget d'État. Relever la valeur du point d'indice de 400 à 500 francs. Les représentants des centrales syndicales et du CNPM ont dans leur intervention souhaité que toutes les recommandations issues de ces travaux connaissent une bonne application pour une stabilité du climat social. Diawara Awapol Diallo, ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. La conférence sociale dans le domaine du travail a été l'occasion pour nous de poser les jalons d'un écosystème permettant au gouvernement et à l'ensemble des partenaires sociaux d'avoir des points de vue convergents pour un apaisement durable du climat social au Mali qui a été fortement perturbé ces dernières années. L'objectif de départ était d'identifier les moyens et mécanismes permettant d'aboutir à une stabilité sociale durable à travers un renforcement du dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim. Les 139 recommandations auxquelles vous êtes parvenus au cours de ces 6 jours de travaux témoignent de la richesse de vos débats et de votre engagement aux côtés du gouvernement pour le maintien d'un climat social apaisé dans nos entreprises et dans nos administrations. C'est donc le lieu pour moi de vous réitérer toute ma gratitude pour la réussite totale de cette activité. Cette conférence a permis au gouvernement, aux employeurs et aux différentes centrales syndicales d'harmoniser leurs positions et de créer un cadre de travail par la mise en place du Conseil national du dialogue social. Seul un climat apaisé permettra de relancer les activités économiques et cela passe par la paix entre travailleurs et employeurs.
Le Centre international de conférence de Bamako a abrité la deuxième édition de la Journée internationale de l'emploi, de la formation et de l'entrepreneuriat. Malibara, une plateforme numérique très active dans le domaine de recherche d'emploi pour les jeunes, organise cette journée en vue de mettre en relation les employeurs et les chercheurs d'emploi. Tous les acteurs de la chaîne de l'emploi et de l'entrepreneuriat participent et échangent avec les jeunes sur les opportunités d'offres d'emploi. Le Premier ministre par intérim, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, a mis l'accent sur l'emploi des jeunes qui demeure au centre des objectifs des autorités de la transition. Aridou Matina. La jeunesse en quête d'emploi est face aux autorités. Le cadre s'appelle la Journée internationale de l'emploi, de la formation et de l'entrepreneuriat. Au centre des échanges, l'impact de la pandémie sur l'emploi au Mali. À l'entame de l'événement, les jeunes venus des différentes régions rendent un hommage solennel au chef du gouvernement par intérim en entonnant l'hymne national. La journée dédiée à l'emploi, à la formation et à l'entrepreneuriat, deuxième édition, est organisée par Malibara, une véritable plateforme qui œuvre inlassablement pour la recherche d'emploi pour les jeunes. Amadou Diko, directeur général de Malibara. Malibara est une plateforme numérique qui met en relation les employeurs et les chercheurs d'emploi. Aujourd'hui, plus de 100 000 personnes y sont inscrites et des dizaines d'offres d'emploi y sont publiées tous les mois. En seulement 8 ans, malibara.com est devenu l'un des sites web maliens les plus visités et a permis à des milliers de personnes d'avoir un emploi. Notre objectif est de rendre les offres d'emploi accessibles à tous gratuitement. Pour nous, c'est notre façon de contribuer à la réduction du taux de chômage au Mali. L'activité enregistre la participation des acteurs du secteur de l'emploi et de l'entrepreneuriat qui échangeront avec les jeunes et également leur former à travers des ateliers sur les techniques de rédaction des CV et comment rédiger une lettre de motivation. Amadou Diko, directeur général de Malibara. Durant cette journée, plusieurs conférences permettront de poser des problématiques et des pistes de solutions seront dégagées. Une trentaine de recruteurs potentiels de tous secteurs confondus sont présents. La création d'emplois nécessite l'engagement de tous, État et secteur privé, dira le chef du gouvernement par intérim, qui interpelle d'ailleurs la jeunesse à s'armer de courage et à croire en sa capacité en dépit du contexte moins reluisant. Colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim. Nous avons conscience que c'est à travers la création d'emplois que nous lutterons contre le chômage et que c'est à travers la création d'emplois que nous ramènerons quelque part la paix dans notre pays. Le Mali Croix s'inscrit dans cette logique. L'entrepreneuriat demeure au cœur des préoccupations du gouvernement. À titre de rappel, conformément à la vision de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le gouvernement a élaboré un programme d'action gouvernemental intégré. Un autre rappel utile, c'est l'importance capitale accordée à la jeunesse par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Il conditionne ses succès à celui de la jeunesse. Outre des conférences au programme, la Journée internationale de l'emploi, de la formation et de l'entrepreneuriat a été également marquée par la présence des stands, des acteurs des bureaux d'études et des services œuvrant dans le domaine de l'emploi et de l'entrepreneuriat. 9h passées de 8 minutes. En prélude à la première édition de la journée nationale, la journée dédiée aux autorités traditionnelles et coutumières. Le Haut Conseil des autorités traditionnelles a initié un cadre de concertation en vue de mettre en place son bureau provisoire. La rencontre a été aussi mise à profit pour dresser une motion de remerciement au chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, Aliou Abdoulaye Touré. Si cette rencontre du Haut Conseil des autorités traditionnelles et coutumières du Mali a un objectif, c'est bien la rencontre préparatoire de la journée du 11 novembre prochain. Une journée qui a été instituée par le chef de l'État à travers un décret en date du 11 novembre 2021. Cette rencontre est donc l'opportunité de saluer ce geste du président de la transition, colonel Assimi Goïta. Bamoussa Touré, président de la commission d'organisation de la journée des autorités traditionnelles. Jeudi 11 novembre 2021, dans une grande solennité et sous le témoignage exclusif des invités officiels à son investiture comme président de la transition chef de l'État,
il a apposé sa signature sur le décret pour lequel il a dédié un jour en hommage aux autorités et légitimités traditionnelles, jour qui sera chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Les autorités traditionnelles plaident aussi pour l'érection de leur fêtière en une institution de la République. Bamoussa Touré, président de la commission d'organisation de la journée des autorités traditionnelles. Demandez solennellement et respectueusement au président de la transition, chef de l'État, de bien vouloir susciter, soutenir l'érection des autorités et légitimités traditionnelles en une institution de la République du Mali. Cette retrouvaille des autorités traditionnelles venues de divers horizons a été aussi mise à profit pour dresser une motion de remerciement au chef de l'État. Djibril Diarra, président du Haut Conseil des autorités traditionnelles du Mali. Par ma voix, toutes les autorités traditionnelles et coutumières du Mali ont décidé souverainement, en toute responsabilité, d'apporter leur soutien ferme et entier aux autorités de la transition, surtout à notre libérateur, le patriote pur et dur, le panafricaniste, son Excellence le colonel Assimi Goïta. La rencontre devra aussi faire des recommandations pour davantage valoriser la fonction d'autorité traditionnelle et coutumière en République du Mali. Actualité hors de nos frontières. Les responsables rebelles de la région du Tigré dans le nord de l'Éthiopie ont annoncé ce vendredi 21 octobre qu'ils participeront bien sûr pour parler de paix avec le gouvernement fédéral d'Addis Abeba. Ces négociations doivent s'ouvrir lundi 24 octobre en Afrique du Sud sous l'égide de l'Union africaine. L'objectif de ces négociations sera de tenter de mettre un terme au conflit meurtrier qui oppose depuis novembre 2020 les forces rebelles tigréennes à l'armée fédérale éthiopienne appuyée par l'armée érythréenne. Au Cameroun, les 9 otages enlevés en septembre apparaissent dans une vidéo. Les 5 prêtres, la religieuse nigériane et les 3 laïcs ont été enlevés le 16 septembre dernier dans le petit village de Changa, près de la ville de Mamfé. Ils ont été enlevés par une cinquantaine d'hommes armés non identifiés après l'attaque et l'incendie d'une église. Les ravisseurs, qui n'ont pas revendiqué leur appartenance à un groupe séparatiste anglophone, ont alors demandé de l'argent pour les libérer. Pour terminer, en Chine, Xi Jinping a été reconduit pour 5 ans comme secrétaire général du Parti communiste chinois ce dimanche 23 octobre lors d'un vote à huis clos à l'issue du 20e congrès du Parti communiste. Selon l'agence officielle, il devrait donc être officiellement confirmé à la présidence du pays en mars 2023. À présent, la page sport, c'est avec vous, Famrou Djourté. Bonjour. Bonjour, Fouzen Touara. Qualification du basketball africain Ligue 2022. Le stade malien de Bamako a son destin en main pour être dans l'élite 16. Oui, Basketball African League BAL 2022. Les stadistes peuvent se qualifier ce dimanche en cas de succès contre la Lanterne Rouge Nigelec BC du Niger. Les Blancs de Bamako se sont relancés hier en signant leur premier succès 85-36 contre Elan Coton BC. Le stade malien de Bamako qui porte désormais la deuxième place du groupe A, troisième du groupe. Elan BC du Bénin a encore une chance de se qualifier, mais pour cela, il doit battre Abidjan BC, déjà qualifié par au moins 30 points d'écart, et espérer un revers du stade malien. Abidjan Basket Club et Coton BC, c'est cet après-midi à 13h, et un peu plus tard, 15h30, Nigelec Basket Club sera face au stade malien de Bamako. Football, un match aller du deuxième tour des éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans. Le Mali est allé faire le nul au Rwanda.
Oui, c'est le Mali qui a ouvert le score à la 23e minute avant de se faire égaliser à la 24e minute suite à un but contre son camp. Pas de vainqueur donc entre le Mali et le Rwanda au compte de la manche allée du deuxième tour des qualifications pour la CAN des moins de 23 ans. Les Maliens devront sortir le grand jeu lors du match retour prévu le 29 octobre ici à Bamako. Au vu du résultat final du match aller 1-1 et du contenu de la rencontre, les Aigles olympiques sont en ballottage favorable pour entamer la manche retour à domicile. Toujours dans ces éliminatoires, le Cameroun a assuré en revanche le Nigeria et la Côte d'Ivoire se sont mis en difficulté. Oui, la Côte d'Ivoire a été tenue en échec par le Niger. Les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge. La Côte d'Ivoire tentera de prendre le dessus chez elle dans une semaine. Face à une équipe tanzanienne largement à sa portée, le Nigeria a dû se contenter d'un nul aussi, un but partout. Et ce sont pourtant les Olympiques Eagles qui ont ouvert le score sur pénalty à la 29e minute avant de concéder l'égalisation en seconde période. Le match retour est prévu le 29 octobre au Nigeria. La Sierra Leone et la Zambie se sont neutralisés aussi un but partout. C'est le Cameroun qui a réalisé la belle opération à Luanda. Les Lions indomptables sont allés chercher la victoire 3-2 en Angola. Championnat national de Ligue 1, l'USC Kita se relance dans la compétition. Oui, l'USCK n'a pas manqué son coup. Après sa défaite 1-0 à domicile contre l'AS Police en ouverture de la première journée, Kita a bien réagi. Ce samedi, la formation de Kita a battu Binga FC par 1-0. Soutenu par un public nombreux, l'USC Kita a produit un football tranchant et réaliste. En ouverture vendredi, l'USFAS a pris le dessus sur l'AS Police par 1-0 également. Le reste des matchs de la deuxième journée sont reportés à une date ultérieure. Mondial féminin des moins de 17 ans à la Tanzanie s'arrête en quart de finale. Oui, l'aventure s'arrête pour la Tanzanie au mondial féminin des moins de 17 ans en Inde. Les Tanzaniennes ont été battues par la Colombie 3-0 ce samedi en quart de finale. Une grosse désillusion pour les Serengeti Girls qui visaient la finale. Elles ont toutefois réalisé un beau parcours. La Tanzanie atteint les quarts de finale pour sa première participation. De quoi redynamiser le football féminin dans ce pays d'Afrique de l'Est. Parmi les trois pays qui représentaient le continent dans ce mondial féminin des moins de 17 ans, à savoir le Nigeria, le Maroc et la Tanzanie, seul le Nigeria est encore en course. Les Nigérianes ont battu les Américaines en quart de finale 4-3 au tir au but. Elles affronteront mercredi 26 octobre en demi-finale les Colombiennes tombeuses des Tanzaniennes. Alors pour terminer, on parle maintenant de la 11e édition de la CAN Big Soccer. Oui, 3 matchs sont au programme ce dimanche au compte de la deuxième journée des matchs de groupe Ouganda-Madagascar, Égypte-Sénégal dans le groupe B et Maroc-Mozambique dans le groupe A. Le Malawi est exempté puisque le groupe A est composé de 3 sélections. Hier, en clôture de la première journée, le Sénégal et l'Égypte ont remporté leur premier match à la CAN de Beach Soccer Mozambique 2022. Mais contrairement aux Lions de la plage qui ont atomisé l'Ouganda 10-1, les Pharaons ont souffert avant de battre Madagascar. Après un score nul 4-4 à l'issue du temps réglementaire, il a fallu recourir au tir au but pour départager les deux équipes et c'est l'Égypte qui l'emporte finalement par 4 tirs réussis contre 3. Un succès qui permet à l'Égypte d'occuper la deuxième place du groupe B derrière le Sénégal. En ouverture de la compétition vendredi, le Mozambique, pays hôte, a battu le Malawi 4-2. Merci Famille Dureté pour ces détails. Focus Santé. Focus Santé s'intéresse aujourd'hui à un cancer très fréquent au Mali, le cancer de la vessie. Il est d'ailleurs le premier cancer des voies urinaires. Il s'agit d'une tumeur qui se développe à l'intérieur de la vessie. Les symptômes les plus évocateurs, selon le spécialiste du cancer de la vessie, est la présence du sang dans les urines. On en sait plus avec Braxia Ouattara et Yacouba Koni. À 52 ans, Issouf est atteint d'un stade avancé du cancer de la vessie. À ce niveau, la chirurgie reste la seule alternative. Issa Koulibaly, accompagnateur. Au début, on a cru que c'était la bilharziose. Quand il allait aux toilettes, on voyait du sang dans ses urines. Ces sangs se coagulaient au fur et à mesure. La bilharziose est donc identifiée comme un facteur de risque du cancer de la vessie après le tabagisme. Il s'agit d'un cancer qui se développe sur la muqueuse vésicale. Professeur Moussa Salif Diallo, chirurgien urologue au CHU de Kati. En plus de ça, il y a aussi l'obésité qui est un facteur de risque, la sédentarité,
déjà. Et puis souvent le syndrome métabolique, ou souvent les gens qui travaillent dans les industries de sidérurgie, les femmes qui font la teinture, donc aussi on risque de faire ce cancer. Ici, au Mali, le cancer de la vessie est le premier cancer urologique. Selon les spécialistes, il touche plus les hommes que les femmes et généralement les adultes plus âgés. Le symptôme le plus courant est la présence de sang dans les urines. On est dans une société où les gens font beaucoup de la bilharziose. Il y a des gens qui pensent qu'en faisant de l'hématurie, du sang dans les urines, ce n'est pas grave. Alors que c'est vraiment bien grave. Donc c'est le premier signe le plus souvent qui apparaît. Donc en plus de ça, il peut aussi avoir aussi des douleurs au niveau du bas-ventre, des mictions fréquentes. Le patient va uriner fréquemment. À chaque fois, il a envie d'uriner. Et puis quand il urine, souvent ça le brûle. L'une des complications du cancer de la vessie est l'insuffisance rénale. Professeur Moussa Salif Diallo. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la vessie. La vessie, c'est un réservoir pour les urines. Maintenant, les urines sont fabriquées par les reins. Donc une fois qu'il y a un cancer dans la vessie, les tuyaux qui ramènent les urines du rein vers la vessie peuvent être obstrués par ce cancer. Donc une fois que ces tuyaux sont obstrués, donc, ça va jouer sur les reins en amont et qui va finir par être défaillant. Le traitement du cancer de la vessie dépend du stade d'avancement. La première des choses, c'est ce qu'on appelle la résection transurétrale de la vessie. Donc on a des appareils endoscopiques, on passe dans la vessie, on résecte tous les cancers en monobloc. Donc quand c'est un cancer qui n'est pas vraiment très agressif, on peut s'en tenir à ça. On peut juste arrêter après la résection, on fait la surveillance. Mais lorsque le cancer est agressif, on procède à une ablation de certains organes. Mais par contre, si c'est vraiment un cancer qui infiltre le muscle, avec tout ce qu'il y a comme risque de métastase, donc le plus souvent, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever complètement la vessie. Et souvent, si c'est un homme, on enlève la vessie, la prostate. Et si c'est une femme, on enlève la vessie, l'utérus et les annexes. Et malheureusement, souvent avec une partie du vagin. Après cette intervention, de nouvelles vessies sont confectionnées à partir des intestins. Pour une meilleure prévention du cancer de la vessie, le spécialiste préconise une campagne de sensibilisation et de prise en charge de la bilharziose et une bonne hygiène de vie. 9h passées de 21 minutes, c'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fousseini Tounkara. Bintou Traoré a assuré la connexion technique. Cette édition a été coordonnée par Ousmane Daou et Aziz Koulibaly a assuré la mise en ligne. Prenez bien soin de vous. Bon dimanche à vous, que le bon Dieu nous assiste.